Attention avec le Château Margaux. Cette bouteille coûte plus que votre vie. Le ricanement trancha à travers le bourdonnement doré de Luminara, le restaurant le plus exclusif de Manhattan, où des lustres en cristal goûtaient la lumière comme des larmes gelées, et l'air avait le goût d'huile de truffe et de vieil argent. Warren Kessler ne prit pas la peine de baisser sa voix. Pourquoi le ferait-il? Pour lui, la serveuse était rien. Un fantôme dérivant à travers un monde auquel elle n'avait jamais appartenu. Son nom était Sarah Mitchell, mais personne ne se soucia de demander. Elle avait 27 ans, avec le genre de beauté qui ne demandait pas d'attention. Elle existait simplement, tranquille et meurtrie sur les bords. Ses cheveux foncés étaient tirés en une queue de cheval basse. Pas de maquillage, pas de bijoux, juste des ombres sous ses yeux gris qui parlaient de nuit sans sommeil et de chagrin enterré. Son uniforme noir était légèrement froissé, ses ballerines usées au talon, et caché dans sa poche de tablier était un petit bracelet en plastique rose, la dernière chose que sa fille de 3 ans avait faite avant qu'elle ne meure. Sarah ne tressaillit pas à l'insulte. Elle avait survécu pire. 4 ans mariée à un flic qui utilisait ses poings comme des armes. Un accident de voiture qui avait pris sa petite fille alors qu'elle essayait de s'échapper. Une salle d'audience où elle avait témoigné avec des yeux morts et une voix brisée. Elle avait marché à travers l'enfer et était sortie de l'autre côté. Non entière, mais toujours Judéaire, mais toujours debout. Et ces gens avec leur Rolex et leur cruauté, ils ne valaient pas sa colère. Mais dans le coin le plus sombre du restaurant, un homme était assis seul, regardant Cole Ashford, 36 ans, chef de la plus puissante famille mafieuse irlandaise de la côte Est. Ses yeux bleus ne manquaient rien. Ni la façon dont les doigts de Sarah se serraient autour de son plateau, ni l'acier caché sous son silence. Il avait vu ce regard avant chez des soldats, chez des survivants, dans le miroir. Minutes plus tard, quand 5 hommes armés firent éruption par les portes et que toute la pièce tomba au sol dans la panique, Sarah Mitchell resta seule, calme comme la pierre. En seulement 20 secondes, elle mit les 5 hors d'état de nuire, ses mouvements vifs et précis, révélant un passé militaire que personne n'aurait pu deviner. Le seigneur du crime milliardaire à la table du coin regarda, stupéfait, et la pièce devint silencieuse, leur jugement exposé comme une plaie ouverte. Si cette histoire vous touche, smash that like. Abonnez-vous et restez. Vous ne voulez pas manquer ce qui arrive. Parce que voici ce que personne dans cette pièce ne savait. Sarah Mitchell ne fuyait pas seulement son passé. Son passé venait de s'échapper de prison et il venait pour elle. Le silence était lourd et suffocant, un rien vibrant dans le sillage de la violence. La fumée des armes à feu persistait encore dans l'air, se mêlant à l'odeur aigre de l'alcool renversé et de la peur brute. 5 hommes gisaient immobiles sur le sol de marbre, leurs poignets menottés. Pourtant, personne ne les regardait. Chaque regard était fixé sur Sarah. Elle se tenait là, l'arme confisquée toujours à la main, sa poitrine montant et descendant par des respirations lentes et régulières, son visage calme comme si elle venait de finir de débarrasser une table plutôt que de désarmer 5 assassins armés. La police vint et partit, prit des déclarations, photographia la scène, des flashs d'appareils photo éclatants comme des éclairs dans la nuit. Et quand la porte se referma derrière le dernier officier, la pièce commença enfin à se réveiller de son choc. Warren Kessler fut le premier à se lever. Sa Rolex avait glissé quelque part sous une table, ses jambes de pantalon tachées de vin, de la couleur du sang. Pourtant, il essayait toujours d'arborer l'expression d'un homme puissant. Il ne regarda pas Sarah, pas un mot de remerciement. Au lieu de cela, il se tourna vers sa femme, sa voix grinçant à travers des dents serrées. « Allons-y. Cet endroit n'est pas sûr. » Regina Kessler hocha la tête, ses mains tremblantes, essayant de lisser ses cheveux en désordre. Le mascara s'était étalé en 2 traces noires sous ses yeux, mais elle garda le menton haut en passant devant Sarah, comme si la mince serveuse n'avait pas juste sauvé la vie de toute sa famille. Boyd Kessler, le frère de Warren,
rampa de sous une table, son visage pâle comme un cadavre. Il ne dit rien, seulement saisit Thames et Wells, sa petite amie influenceuse maintenant en sanglots. Son téléphone perdu quelque part et ne valant même pas la peine d'être cherché. Ils s'éloignèrent comme des fantômes honteux, les pas pressés, les yeux fixés sur le sol. Mais Regina s'arrêta à la porte et regarda en arrière, sa voix stridente, assez forte pour que toute la pièce l'entende. Elle a dû apprendre ses astuces quelque part. Pure chance, c'est tout. N'importe qui aurait pu le faire avec un pistolet à la main. Personne ne répondit. Ce silence était plus vicieux que n'importe quel démenti. Quelques autres clients firent un signe de tête à Sarah en passant, leurs lèvres formant des merci qui n'atteignirent jamais vraiment le son. Ils savaient ce qu'elle avait fait. Ils savaient qu'elle avait sauvé leur vie. Mais l'admettre signifiait admettre qu'ils s'étaient trompés, que la serveuse qu'ils avaient écartée valait plus que chaque Rolex et sac Hermès combinés dans cette pièce. Et les gens riches n'admettent jamais qu'ils ont tort. Murray apparut comme un rat rampant hors de son trou après que la tempête fut passée. Le manager de 45 ans, avec un front chauve et luisant de sueur et des yeux furtifs, se précipita vers Sir, arborant le regard d'un homme qui venait de trouver son bouc émissaire. Il saisit son bras et la traîna dans un coin de la cuisine, sa voix sifflant entre ses dents. « As-tu la moindre idée de ce que tu viens de faire? Les Kessler sont des VIP. Ils dépensent des centaines de milliers de dollars ici chaque année, et maintenant, ils ne reviendront jamais parce que tu les as embarrassés. » Sarah le regarda, ses yeux gris froids comme des cendres. « J'ai sauvé leur vie. » Murray renifla, le rire d'un lâche essayant de paraître fort. « Tu as fait une scène. Tu as humilié mes clients. Tu es virée, Sarah. Prends tes affaires et sors. » Sarah ne discuta pas. Jen était habituée à l'injustice. Elle détacha son tablier, le plia soigneusement, le posa sur le comptoir en acier inoxydable. Sa main glissa dans sa poche, ses doigts effleurant le bracelet en plastique rose, la seule chose qui lui restait de Rosie. Elle se retourna et s'éloigna, ses pas réguliers comme si rien ne s'était passé du tout. Mais une voix s'éleva derrière elle, tremblante mais claire. « Ce n'est pas juste. » Théo, le commis de 18 ans aux cheveux bouclés et aux yeux bruns vifs, sortit de derrière une étagère de fourniture. Il s'était caché là pendant toute l'attaque, tremblant de peur. Mais il avait tout vu. Elle a sauvé la vie de tout le monde. Elle a sauvé la tienne. Sans elle, nous serions tous morts. Murray se retourna, les yeux exorbités. « Tais-toi, gamine. Ce ne sont pas tes affaires. » Mais Théo ne s'arrêta pas. Il fit un pas en avant, les poings serrés sur les côtés, sa voix tremblante encore, mais refusant de reculer. « Je dirai aux gens ce qui s'est passé ici. C'est une héroïne, pas une criminelle. » Murray serra les dents, mais ne dit rien de plus. Il savait qu'à l'ère des médias sociaux, même un commis pouvait détruire la réputation d'un restaurant avec une seule vidéo. Sarah marqua une pause et se tourna vers Théo. Pour la première fois cette nuit-là, son regard s'adoucit juste une fraction. « Merci, dit-elle, sa voix légère comme une brise passagère. « Mais ne t'inquiète pas pour moi, je vais bien. » Elle se glissa par la porte de derrière, sa silhouette élancée engloutie par l'obscurité d'une ruelle de Manhattan. Et dans un coin sombre du restaurant, Cole Ashford était toujours assis là, ses yeux bleus foncés la suivant jusqu'à ce qu'elle disparaisse complètement. Il posa son verre de whisky, un sourire fin comme une lame effleurant ses lèvres. « Intéressant, » murmura-t-il à lui-même. « Très intéressant. » Sarah n'avait pas atteint le bout de la ruelle quand une voix basse trancha l'obscurité. « Je ne vois pas une serveuse. Je vois le seul soldat dans une pièce pleine de lâches. » Elle s'arrêta sans se retourner. Ses instincts l'avaient avertie avant le son lui-même. Quelqu'un suivant des pas légers mais délibérés. Elle savait qui c'était sans regarder. Cole Ashford. Tout le monde à New York connaissait ce nom, même si tout le monde n'osait pas le prononcer. Le patriarche de la famille Ashford, un empire mafieux d'origine irlandaise qui avait régné sur la côte Est pendant plus de 3 générations.
La rumeur disait qu'il pouvait acheter l'hôtel de ville s'il voulait, que plus de ses ennemis gisaient au fond de l'Hudson River que de poissons, que ses yeux bleus avaient vu des choses que les gens ordinaires ne pouvaient pas imaginer. Sarah se retourna et fit face à l'homme debout à quelques pas. Les lumières de la rue se déversaient, projetant des ombres sur ses traits anguleux et soulignant une fine cicatrice coupant son sourcil droit. Declan O'Brien, son bras droit, se tenait derrière lui avec une épaule grossièrement bandée, le sang s'infiltrant encore à travers le tissu blanc. Il avait été blessé dans l'attaque, mais restait debout comme la pierre. « Que voulez-vous de moi ?» demanda Sarah, sa voix calme mais alerte. Des années dans l'armée lui avaient appris à lire les gens, et chaque instinct lui disait que cet homme était plus dangereux que quiconque elle n'avait jamais rencontré. Cole s'approcha, les mains dans les poches, posture détendue comme s'il se promenait, au lieu d'avoir échappé à la mort moins d'1 heure plus tôt. « Ces 5 hommes venaient pour moi, dit-il, sa voix basse et sans hâte. Vous n'aviez aucune raison de vous impliquer. Alors pourquoi l'avez-vous fait? » Sarah resta silencieuse un instant, pesant sa réponse. « Parce que des gens allaient mourir. Je ne pouvais pas simplement rester là. » Cole inclina la tête, ses yeux bleus se rétrécissant comme s'il essayait de lire quelque chose de caché sous son calme. « Vous avez déjà vu la mort, dit-il, non comme une question, mais une affirmation. Pas seulement vu. Vous avez marché droit à travers elle. » Sarah ne répondit pas. Son silence était une réponse suffisante. Cole hocha la tête lentement, comme si elle avait confirmé quelque chose qu'il soupçonnait depuis longtemps. Il sortit une carte de visite noire de sa poche intérieure de veste. Rien d'imprimé dessus, mais un seul numéro de téléphone en argent. « J'ai besoin de quelqu'un comme vous, chef de ma sécurité personnelle. Nommez votre prix. » Sarah regarda la carte, puis de nouveau, lui, s'éclaircit la gorge. Son regard s'endurcit. « Je ne travaillais pas pour des criminels. » Un mince sourire effleura la bouche de Cole, non moqueur, mais amusé, comme si elle l'avait surpris. « Des criminels? » s'éclaircit la gorge, répéta-t-il doucement. « Que savez-vous des criminels, Mademoiselle Mitchell? » Sarah ne fut pas surprise qu'il connaisse son nom. Un homme comme Cole Ashford avait des moyens de tout savoir. « J'en sais assez pour rester loin, » répondit-elle, sa voix toujours dure. Cole s'approcha, la distance entre eux diminuant. Elle capta la légère odeur de whisky et de bois de santal, dangereuse et séduisante à la fois. « Tout le monde travaille pour quelqu'un, Mademoiselle Mitchell. La seule question est de savoir si vous choisissez votre cage ou si vous laissez quelqu'un d'autre la choisir pour vous. » Sarah ne recula pas. Elle avait affronté pire, du moins à son propre compte. Garrett, son ex-mari, avec des poings comme des massues et une rage sans fin. Comparé à ces 4 années d'enfer, un chef de mafia n'était rien. « Je n'ai pas besoin que quelqu'un choisisse une cage pour moi, dit-elle, lentement et délibérément. J'en suis déjà sorti, je ne vais pas en entrer dans une autre. » Elle se retourna et commença à marcher, mais la voix de Cole la suivit, pas forte mais assez lourde pour l'arrêter net. « Vous courez, je peux le voir dans vos yeux. Qui que ce soit, quoi que ce soit, vous ne pouvez pas courir éternellement. » Sarah resta immobile, le dos tourné. Son cœur battit un peu plus vite, mais elle ne le laissa pas paraître. « Survivre n'est pas fuir, dit-elle, léger comme un souffle. Survivre, c'est savoir quand s'éloigner. » Elle continua d'avancer, sa silhouette élancée se fondant dans la nuit de Manhattan. Cole resta là où il était, regardant, la carte toujours à la main. Declan s'approcha, sa voix rauque de douleur. « Elle vous a rejeté. Qu'allez-vous faire maintenant? » Cole ne répondit pas tout de suite. Il regarda là où Sarah avait disparu, les yeux bleus, calculant quelque chose d'invisible. Enfin, il remit la carte dans sa poche et se tourna vers la voiture noire brillante qui attendait à proximité. « Elle reviendra, » dit-il avec une calme certitude. « Les gens comme elle ne peuvent pas fuir leur passé éternellement. Et quand le passé la rattrapera, elle aura besoin de moi. »
Declan fronça les sourcils, mais n'insista pas. 20 ans au service de la famille Ashford lui avaient appris une chose. Cole Ashford ne se trompait jamais quand il s'agissait de lire les gens. L'appartement de Sarah se trouvait au 5e étage d'un immeuble délabré de Brooklyn, où l'ascenseur était en panne depuis l'hiver dernier, et l'escalier en béton sentait toujours l'urine de chat errant. Elle monta les marches dans l'obscurité, ses jambes douloureuses après une longue nuit. Les mots de Cole Ashford résonnaient encore dans son esprit. « Tu cours, je peux le voir dans tes yeux. » Elle secoua la tête, essayant de chasser la voix. Il ne savait rien d'elle. Personne ne savait. Elle avait enterré son passé si profondément que parfois elle oubliait presque qu'il existait, du moins jusqu'à ce que la nuit tombe et que les cauchemars reviennent. Elle s'arrêta devant sa porte, la clé déjà à la main. Mais quelque chose la fit hésiter. Les instincts d'un soldat, de quelqu'un qui avait vécu trop longtemps dans la peur, l'avertirent que quelque chose n'allait pas. La porte était légèrement entr'ouverte, l'écart pas plus large qu'un doigt. Mais Sarah savait qu'elle ne la laissait jamais ainsi. Elle la poussa avec son épaule, son corps prêt à l'attaque, mais l'appartement était vide. Ou du moins l'intrus était déjà parti. Sarah alluma la lumière et son cœur tomba dans son estomac. Le minuscule appartement, déjà pauvre et spartiate, semblait avoir été traversé par une tempête. Les tiroirs tirés, les vêtements éparpillés sur le sol, le matelas retourné, la ouate blanche éparpillée comme de la neige sale, les placards de cuisine béés, quelques assiettes bon marché brisées sous ses pieds, mais ce n'était pas le chaos qui figea Sarah au milieu de la pièce. C'était ce qui gisait sur la table. Au centre de la table en bois abîmé où elle prenait son petit déjeuner seule chaque matin, était assis l'ours en peluche, ou plutôt ce qu'il en restait, le petit ours rose pâle aux yeux de bouton et au nez brodé. Celui que Rosie serrait pour dormir chaque nuit. Celui que Sarah avait gardé comme son seul trésor après le départ de sa fille. Maintenant, il gisait là, déchiré de la tête aux pieds, le coton blanc se répandant comme les entrailles d'un animal éviscéré. Et sur le bout de papier plié à côté étaient griffonnés des mots à l'encre rouge comme du sang. La petite fille manque. Tu la reverras bientôt. Sarah ne savait pas combien de temps elle était restée là. Peut-être des secondes, peut-être des minutes. Le temps s'était arrêté de bouger, et tout ce qu'elle pouvait entendre était son cœur battre comme un tambour de guerre dans sa poitrine. Garrett. Il était sorti de prison. Il l'avait trouvé. Ses jambes cédèrent et elle s'effondra sur le sol, ses mains tremblantes soulevant l'ours ruiné. Elle le serra contre sa poitrine, des touffes de rembourrage se détachant. Et pour la première fois depuis des années, Sarah Mitchell pleura. Pas des sanglots bruyants, mais des larmes silencieuses glissant sur ses joues. Le genre versé par quelqu'un qui avait tellement pleuré qu'il ne lui restait plus de force pour faire du bruit. Il avait touché la dernière chose qu'elle avait de Rosie. Il l'avait détruite comme il avait détruit tout le reste dans sa vie, son enfant, sa jeunesse, sa foi en ce monde. Les souvenirs déferlèrent comme une inondation. Le sourire de Rosie le matin de son 3e anniversaire alors qu'elle soufflait les bougies et faisait un vœu que Sarah n'a jamais connu. Ses rires alors qu'elle courait dans le parc, ses cheveux bruns volant au vent, ses petites mains serrant l'ours en peluche, sa voix zézaillante appelant maman, l'ours a faim, nourris-le, et puis la nuit qui a tout changé, des pneus crissant sur le trottoir mouillé, des phares aveuglants dans le rétroviseur. Garrett les poursuivant, les yeux rouges de boisson et de fureur. Sarah avait essayé de se glisser sur une route étroite pour s'éloigner de lui, mais la voiture avait fait d'un tête-à-queue et s'était retournée. Quand elle s'est réveillée à l'hôpital, Rosie était partie. Sarah resserra sa prise sur l'ours, sentant le tissu déchiré gratter sa peau. Elle avait cru s'être échappée. Elle avait cru que 4 ans de prison feraient oublier Garrett. Elle s'était trompée. Garrett n'oubliait jamais. Garrett ne pardonnait jamais. Et Garrett n'abandonnait jamais jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il voulait. Elle regarda autour de l'appartement saccagé et sut soudain qu'elle ne pouvait pas rester ici. Pas cette nuit.
Pas aucune nuit encore. Garrett l'avait trouvée. Et si elle restait, il reviendrait. Et cette fois, il ne laisserait pas seulement une menace derrière lui. Sa main glissa dans sa poche et toucha le bracelet en plastique rose, toujours là. La seule chose qu'il n'avait pas trouvée parce qu'elle le gardait toujours avec elle. Et à côté, quelque chose d'autre. La carte de visite noire avec le numéro de téléphone argenté, celle dont elle ne se souvenait pas avoir prise. Peut-être Cole l'avait-il glissée dans sa poche quand elle s'était détournée. Peut-être Declan l'avait-il fait. Ou elle fixa la carte, puis l'ours en lambeaux dans ses mains. Elle avait dit qu'elle ne travaillait pas pour des criminels. Mais maintenant, debout dans les ruines de sa vie, Sarah voyait une vérité brutale. Parfois, pour échapper à un diable, elle avait besoin de l'aide d'un autre. Sarah resta assise sur le sol de l'appartement en ruine, jusqu'à ce que l'aube commence à filtrer à travers les rideaux usés. Elle ne dormit pas. Elle ne pouvait pas. Chaque petit son, les rocs grattant dans les murs, la circulation dehors, les pas d'un voisin au-dessus, la faisaient tressaillir, ses doigts se serrant autour du seul couteau de cuisine qui n'avait pas été brisé. Mais Garrett ne revint pas. Pas cette nuit-là. Il la voulait effrayer. Il la voulait attendant, s'inquiétant, imaginant 100 façons différentes dont il pourrait apparaître. C'était son jeu préféré. Épuiser la proie avant de frapper. Quand le soleil monta plus haut, Sarah se leva, ses jambes engourdies après des heures passées immobiles. Elle regarda l'appartement, les fragments brisés de sa vie éparpillés partout, et sut qu'elle ne pouvait pas rester ici un jour de plus. Elle sortit la carte noire, les numéros argentés scintillant dans la fine lumière du soleil filtrant par la fenêtre. Ses doigts tracèrent la surface lisse, et elle se souvint des mots de Cole Ashford. Tout le monde travaille pour quelqu'un. La seule question est de savoir si vous choisissez votre cage ou si vous laissez quelqu'un d'autre la choisir pour vous. Elle l'avait refusé. Elle avait dit qu'elle ne travaillait pas pour des criminels. Mais maintenant, avec la menace de Garrett saignant encore de la note tachée de rouge, Sarah réalisa que parfois le choix n'est pas entre le bien et le mal, mais entre vivre et mourir. Elle composa le numéro, son cœur battant plus vite à chaque sonnerie. 1, 2, 3. Puis une voix basse familière répondit. « Je savais que tu appellerais. » Sarah déglutit, la gorge sèche. « Votre offre est-elle toujours valable? » Une brève pause, puis un léger rire à l'autre bout. « Non, moqueur, quelque chose de plus proche de la satisfaction. Toujours, mademoiselle Mitchell, j'enverrai quelqu'un vous chercher dans 1 heure. Où attendez-vous maintenant? » Sarah jeta un dernier regard autour de l'appartement. Il ne restait rien pour la retenir ici. Rien à perdre. J'attendrai au coin d'Atlantic et de Cour. Et mademoiselle Mitchell, la voix de Cole baissa, portant un sérieux qu'elle n'avait jamais entendu auparavant. Vous avez pris la bonne décision. Elle raccrocha sans répondre parce qu'elle ne savait pas si c'était la bonne décision. Elle savait seulement que c'était la seule qu'elle pouvait prendre pour l'instant. 1 heure plus tard, un SUV noir étincelant s'arrêta au bord du trottoir où Sarah se tenait avec un petit sac à dos contenant tout ce qu'il lui restait. Declan O'Brien sortit, son bras toujours en écharpe, sa présence solide comme une montagne. Il lui ouvrit la porte et fit un bref signe de tête. « Mademoiselle Mitchell. » Sarah monta à l'intérieur et la porte se referma derrière elle avec un léger clic, comme le loquet d'une nouvelle cage. Le trajet dura près d'1 heure, traversant les rues bondées de Manhattan, sur les ponts, dans les banlieues verdoyantes, où des manoirs se cachaient derrière des clôtures en fer et des arbres imposants. Et puis elle le vit. Le domaine Ashford s'élevait comme un château d'un autre âge. Murs en pierre de taille, toits en tuiles noires, hautes fenêtres reflétant le soleil de l'après-midi comme des centaines d'yeux qui regardent. Les portes en fer s'ouvrirent en courbe à l'approche de la voiture, et une allée de gravier blanc menait droit à une large cour avec une fontaine en marbre en son centre. Sarah sortit du véhicule, se sentant comme si elle avait traversé dans un autre monde. L'air ici était différent, plus frais, plus lourd, comme si les murs de pierre eux-mêmes respiraient.
Elle entendit le chant des oiseaux quelque part dans les jardins, mais cela ne faisait qu'accentuer le silence qui planait sur tout le reste. Cole Ashford l'attendait sur les marches de l'entrée, les mains dans les poches, l'air de saluer un vieil invité plutôt qu'une ancienne serveuse qui venait de perdre son emploi. Il portait une chemise blanche avec les manches retroussées, pas de veste, et pour la première fois, Sarah remarqua le tatouage courant le long de son bras droit, des motifs celtiques entrelacés complexes. « Bienvenue à la maison, mademoiselle Mitchell », dit Cole légèrement, bien que ses yeux bleus foncés la balayèrent comme pour mesurer chaque détail. « Ou devrais-je vous appeler ma nouvelle chef de la sécurité? » Sarah se redressa et rencontra son regard s'ensiller. Elle craignait peut-être Garrett, mais elle ne craignait pas cet homme, du moins pas encore. « Sarah va bien, » répondit-elle. « Et avant de commencer, j'ai une condition. » Cole inclina la tête, l'intérêt évident sur son visage. « J'écoute. Je travaille pour vous. Je ne vous appartiens pas. Je vous protège. Je n'obéis pas aveuglément. Et quand la menace pour moi est terminée, je peux partir quand je veux. » Cole l'étudia en silence, ses yeux bleus fixés sur les siens. Puis il hocha la tête, un petit sourire effleurant sa bouche. « Assez juste !» Il se retourna et entra. « Et maintenant, laissez-moi vous présenter la seule personne de cette maison avec qui je n'ose pas discuter. » Sarah le suivit à l'intérieur où l'ombre et la lumière s'entremêlaient comme un vieux tableau. Et elle sut qu'à partir de ce moment, sa vie ne serait plus jamais la même. L'intérieur du domaine Ashford était encore plus impressionnant que son extérieur. Des murs lambrissés de chêne foncé, des plafonds voûtés sculptés de motifs complexes et de longs couloirs éclairés par des lampes suspendues en laiton antique entouraient Sarah alors qu'elle suivait Cole à travers une succession de pièces. Chacune d'elles rayonnait la richesse tranquille d'une famille qui avait perduré pendant des générations. Ce n'était pas l'étalage voyant des Kessler, mais une vieille autorité profondément ancrée dans chaque brique, chaque tapis, chaque tableau à l'huile tapissant les murs. Ils s'arrêtèrent devant une paire de doubles portes en acajou. Et Cole se tourna vers elle, ses yeux portant une nuance qu'elle n'avait jamais vue auparavant, non pas un calcul froid, mais quelque chose de presque doux, traversé d'une vieille douleur qui s'était cicatrisée plutôt que fanée. « Mon grand-père, Hugh Ashford, » dit Cole, sa voix plus basse que d'habitude. « Il a construit tout ce que vous voyez ici, et c'est la seule personne dans cette maison que j'écoute vraiment. » Les portes s'ouvrirent, et Sarah entra dans une pièce inondée de lumière naturelle provenant de larges fenêtres donnant sur le jardin. Contrairement à la pénombre du reste du manoir, cet espace était chaleureux et ouvert, comme si quelqu'un avait délibérément sculpté une île de paix à l'intérieur d'une forteresse. Et au centre de la pièce, assis dans un fauteuil roulant de cuir et de bois poli, se trouvait Hugh Ashford, âgé de 70 ans. Pourtant, ses yeux bleus, les mêmes yeux que Cole avait clairement hérités, étaient toujours vifs comme des lames. Ses cheveux blancs étaient peignés proprement en arrière, son visage ridé portant encore des traces d'ancienne grandeur. Un tube à oxygène reposait sous son nez. Chaque respiration était laborieuse. Pourtant, quand il regardait Sarah, il n'y avait rien de fragile dans ce regard. « Alors, c'est la jeune femme qui a sauvé mon petit-fils, » dit Hugh Ashford, sa voix rauque portant toujours à travers la pièce. « Viens plus près pour que je puisse te voir correctement. » Sarah s'avança et s'arrêta à quelques pas du fauteuil roulant. Elle ne s'inclina pas, ne se rétracta pas, ne fit pas de courbettes. Elle se tint simplement là et laissa le vieil homme l'étudier comme si elle était un livre qu'il voulait lire de bout en bout. Hugh inclina la tête, les yeux se rétrécissant. « Mon petit-fils est rarement surpris. Il a trop vu pour être surpris par quoi que ce soit encore. Mais vous y êtes parvenu. Vous lui avez fait voir quelque chose qu'il n'attendait pas. » « J'ai seulement fait ce qu'il fallait faire, » répondit Sarah d'une voix égale. « Rien de spécial. » Hugh laissa échapper un léger rire qui se transforma en une toux sifflante. « Rien de spécial, dites-vous.
Il secoua la tête, son regard errant. Vous me rappelez quelqu'un d'autre, une jeune femme qui disait les mêmes choses, qui croyait que son courage était ordinaire. L'air dans la pièce changea. Sarah le sentit avant de comprendre pourquoi. Cole se tenait derrière elle, et même si elle ne se retourna pas, elle savait qu'il s'était raidi. Le silence autour de lui pesait comme du plomb, comme si l'air lui-même avait été aspiré de la pièce. « Brianna », continua Hugh, sa voix s'adoucissant d'une douleur qui ne s'était pas estompée en 12 ans. La sœur de Cole, elle avait des yeux comme les vôtres, vous savez, les yeux de quelqu'un qui a trop vu et qui refuse toujours de plier. Sarah resta immobile, incertaine de comment réagir. Elle entendit la respiration de Cole derrière elle, plus lourde et plus rapide qu'avant. « Grand-père », coupa Cole, sa voix froide comme la glace. « Assez. » Hugh leva les yeux, ses yeux vieillis rencontrant ceux de son petit-fils. Un échange silencieux passa entre eux, un langage que seul un deuil partagé pouvait parler. Puis Hugh expira lentement, chaque souffle lourd. « Elle fut enlevée quand elle n'avait que 16 ans, dit-il, sa voix à peine plus qu'une brise. Les Moreno, un gang rival, ils voulaient l'échanger contre du territoire. Cole n'avait que 24 ans alors, nouvellement en charge après l'assassinat de son père. Il a essayé de la sauver. Il a fait tout ce qu'il pouvait. Mais quand il a finalement retrouvé Brianna, Hugh ne finit pas la phrase. Il n'en avait pas besoin. Sarah comprit. Elle comprit parce qu'elle s'était une fois tenue au-dessus du corps froid de son propre enfant. Elle comprit parce qu'elle savait ce que ça faisait quand le monde s'effondre et qu'il n'y a rien que vous puissiez faire pour l'arrêter. « Je suis désolé, » dit Sarah doucement. Cole ne la regarda pas. Il s'était déjà détourné, les épaules raides, les mains serrées en poing. Son visage était englouti par l'ombre, mais Sarah n'avait pas besoin de le voir pour savoir ce qui y vivait. Douleur, culpabilité, rage sans nulle part où aller. « Laissez-moi vous montrer votre chambre, » dit Cole, sa voix à nouveau froide, dépouillée de sentiments. Il partit sans l'attendre. Sir le regarda partir, puis se tourna vers Hugh Ashford. Le vieil homme l'étudiait, ses yeux bleus brillants d'une chose qui ressemblait beaucoup à l'espoir. « Vous êtes sa seconde chance, enfant, » murmura Hugh avec une calme certitude. « Ne le laissez pas la gâcher comme j'ai gâché la mienne. » Sarah ne comprit pas ce qu'il voulait dire, mais elle hocha la tête de toute façon, puis se tourna et suivit l'homme portant 12 ans de culpabilité et de perte sur ses épaules. Les premiers jours au domaine Ashford se passèrent dans un silence tendu. Sarah se vit attribuer une chambre dans l'aile de la maison, pas grande mais impeccable, avec des fenêtres donnant sur les jardins et un lit plus doux que tout ce sur quoi elle avait dormi ces 2 dernières années. Elle ne dormait pas beaucoup. Les vieilles habitudes étaient difficiles à rompre. Et chaque nuit, elle se réveillait encore à 3 heures du matin, le cœur battant, les oreilles tendues pour des pas qui n'existaient pas dans le couloir. Mais au moins ici, elle n'avait pas à craindre Garrett debout de l'autre côté de sa porte. Le 3e jour, Sarah alla travailler. Declan O'Brien la conduisit au terrain d'entraînement derrière le manoir. Un vaste complexe équipé de tout, des sacs de frappe aux cibles de tir. D'une salle de sport complète à un parcours d'obstacles, l'équipe de sécurité Ashford comptait 12 hommes. Chacun d'eux au moins 2 têtes plus grands qu'elle, et chacun d'eux la regarda avec un scepticisme ouvert lorsque Declan la présenta comme leur nouvelle chef de la sécurité. Le plus grand d'entre eux s'avança, les épaules aussi larges qu'une porte. Son nom était Brennan, et le sourire sur ses lèvres n'était pas amical. « Alors, c'est toi qui es censé nous commander ?» demanda-t-il avec un mépris à peine voilé. Une fille maigre de nulle part? Sarah ne répondit pas. Elle le regarda simplement, ses yeux gris durs comme de l'acier. Puis elle enleva sa veste, révélant une chemise noire ajustée et les cicatrices le long de ses bras. Des cicatrices qu'elle n'avait jamais pris la peine de cacher. « Voyons, » dit-elle calmement, comme si elle l'invitait à prendre un café. Brennan laissa échapper un rire rauque et jeta un coup d'œil à ses coéquipiers
comme si elle venait de raconter la meilleure blague de l'année. Puis il se jeta sur elle, son poing fonçant droit sur son visage. 3 secondes plus tard, il était face contre terre dans la saleté, son bras bloqué derrière son dos, le genou de Sarah pressé contre sa colonne vertébrale. Le reste de l'équipe se figea, la bouche ouverte. Sarah se leva, s'essuya les mains et les regarda un par un. « Je n'ai pas besoin que vous me fassiez confiance, dit-elle d'une voix égale, comme si rien ne s'était passé. J'ai besoin que vous suiviez mes ordres. Quelqu'un d'autre veut essayer? » Personne ne parla. Brennan se releva en vitesse, les joues brûlantes d'humiliation. Mais il n'osa plus croiser son regard. À partir de ce moment, l'équipe écouta. Sarah ne les entraîna pas comme une tyran. Elle les entraîna comme quelqu'un qui avait marché sur de vrais champs de bataille. Elle leur apprit à se déplacer dans des espaces restreints, à lire le langage corporel pour repérer les menaces, à protéger une personne dans une foule sans attirer l'attention. Les compétences qu'elle avait acquises dans l'armée, des leçons écrites dans le sang et de la perte, elle les leur transmit maintenant. Et ils apprirent un par un, la façon dont ils la regardaient changea. Plus de mépris, mais du respect. Plus de doute, mais de l'admiration. Cole regarda tout cela. Sarah savait qu'il regardait même quand il ne se montrait jamais sur le terrain d'entraînement. Elle apercevait sa silhouette derrière les fenêtres du 2e étage. Sentait ses yeux bleus foncés la suivre depuis le balcon du bureau. Il l'évaluait, la pesait, essayant de comprendre qui elle était vraiment sous cet extérieur composé. Parfois, ils se croisaient au dîner. Des repas silencieux dans la grande salle à manger avec Hugh à la tête de la table, Declan à la droite de Cole et Sarah en face d'eux. Personne ne parlait beaucoup. Hugh parce que sa santé ne le permettait pas. Declan parce que c'était un homme de peu de mots. Cole parce qu'il n'était pas du genre à faire des conversations oisives. Mais Sarah sentit le changement dans la façon dont Cole la regardait. La première semaine, il l'avait étudiée comme un outil, une arme qu'il venait d'acquérir. La 2e semaine, ce regard s'aiguisa avec curiosité. La 3e, elle le surprit à la regarder, alors qu'elle lisait dans la bibliothèque, et dans ses yeux, elle vit quelque chose de proche du respect. Un après-midi, juste au moment où Sarah terminait une séance d'entraînement, Cole apparut sur le terrain pour la première fois. Il s'approcha, les mains dans les poches, et s'arrêta à quelques pas d'elle. « Ils disent que vous avez remodelé toute la stratégie défensive de l'équipe en 3 semaines, » dit Cole, sa voix plate, bien que ses yeux ne l'éteignent pas. Declan affirme que c'est la meilleure chose qui soit arrivée à la sécurité en 5 ans. Sarah essuya la sueur de son front sans fierté ni fausse modestie. « Je fais juste mon travail. » Cole l'étudia un long moment, puis hocha la tête lentement. « Vous faites plus que cela. » Puis il se retourna et s'éloigna, laissant Sarah debout là, avec une étrange sensation dans la poitrine. Elle n'avait besoin de l'approbation de personne, elle ne travaillait pas pour les louanges. Mais quelque chose dans la façon dont Cole avait dit ces mots, dans la façon dont il l'avait regardée, lui fit réaliser que ce n'était plus seulement un travail. Elle devenait partie de quelque chose de plus grand. Et cela la frightened et éveilla un sentiment qu'elle n'avait pas connu depuis très longtemps. L'espoir. La rencontre avec Andrei Volokov était prévue pour samedi soir dans un restaurant russe de Brighton Beach qu'il possédait. Sierra ne voulait pas que Cole y aille seul, et Cole n'avait aucune intention de la laisser derrière. Elle était son chef de la sécurité, et sa présence était une déclaration, un rappel à Volov que la famille Ashford n'était pas faible. Ils arrivèrent dans 2 SUV noirs, Declan en tête dans le véhicule de tête avec 3 hommes de l'équipe, tandis que Sarah était assise à l'arrière avec Cole. Pendant tout le trajet, il ne dit pas un mot, regardant par la fenêtre avec une expression pensive. Sarah n'essaya pas non plus de faire la conversation. Elle avait appris que Cole Ashford était un homme de silence, et parfois ce silence parlait plus fort que toute autre chose. Kadusha se trouvait au bout d'une rue tranquille, son extérieur modeste, cachant un intérieur imprégné de luxe ancien, avec des lustres en cristal, des rideaux de velours rouge et des tableaux à l'huile de paysages russes tapissant les murs.
Andrei Vulov attendait déjà à la table VIP quand ils entrèrent. Un homme de 50 cheveux argentés coupés courts, une mâchoire carrée et des yeux gris acier. Il portait un costume noir et une bague en or gravée d'une aigle à deux têtes, le symbole de l'Empire Volkov. Deux gardes du corps se tenaient derrière lui comme des statues de pierre. Ashford Vulov se leva, son sourire n'atteignant jamais ses yeux. « Merci d'être venu, et je vois que vous avez amené une nouvelle garde. » Il tourna son regard vers Sarah, ses yeux gris la parcourant ouvertement. Sarah resta immobile, son expression inchangée, bien qu'à l'intérieur elle fût prête à tout. Ils s'assirent, de la vodka fut versée, et les négociations commencèrent. Des discussions sur le territoire, sur les frontières, sur les ententes tacites entre deux puissances du monde souterrain qui avaient coexisté à New York pendant des décennies. Sarah était assise derrière Cole, les yeux balayant la pièce, marquant chaque personne, chaque sortie, chaque coin ombragé. Elle ne parlait pas, mais elle écoutait chaque mot, chaque implication, chaque menace enveloppée de politesse. Puis, quand la deuxième bouteille de vodka fut ouverte, Vulov se pencha en avant, le sourire sur sa bouche s'aiguisant. « J'entends que vous avez acquis un nouveau jouet intéressant, Ashford. » Il jeta un coup d'œil à Sarah, une femme avec un passé assez remarquable. L'air s'épaissit. Cole ne réagit pas, mais Sarah remarqua que ses épaules se tendaient presque imperceptiblement. Volkov continua, sa voix s'enroulant comme un serpent. Sarah Mitchell, ancienne infirmière de combat, 2 médailles pour bravoure, mariée à un officier de police nommé Garrett Vance qui est allé en prison pour abus et liens avec la drogue. Il marqua une pause pour siroter sa vodka, puis ajouta avec un amusement évident. Et récemment, Garrett Vance s'est évadé. Les gens disent qu'il traque son ex-femme pour régler de vieux comptes. Il se pencha en arrière, les yeux gris fixés sur Sarah. Un choix intéressant pour la protection Ashford. Une femme brisée fuyant ses propres fantômes. Sarah sentit la chaleur inonder son visage, mais elle ne bougea pas. Elle avait été entraînée à ne pas réagir, à ne pas laisser les ennemis voir de faiblesse. À l'intérieur, cependant, chaque mot de Vulov coupait comme une lame dans des plaies qui n'avaient pas guéri. Cole resta silencieux un long moment. Puis, il posa son verre lentement et délibérément. Quand il parla, sa voix était glaciale et portait le poids d'une menace. Elle n'est pas brisée, elle est forgée. Il y a une différence. Volkov leva les sourcils, la surprise traversant ses traits. Il ne s'attendait pas à ce que Cole défende une employée comme ça. Cole continua, ses yeux bleus fixés sur ceux de Vulov sans ciller. Et si vous pensez pouvoir utiliser cette information pour me faire trembler, ou faire trembler quiconque dans mon organisation, vous avez mal jugé la situation. Mademoiselle Mitchell est mienne. Quiconque la touche répondra à toute la force de la famille Ashford. La pièce devint silencieuse. Les gardes de Vulov se déplacèrent subtilement, leurs mains frôlant les armes sous leurs vestes. Declan se redressa également, prêt à tout. Volkov étudia Cole un long moment, puis se mit soudainement à rire, le son résonnant dans la pièce. « J'aime votre loyauté, Ashford, dit-il, faisant signe à ses gardes de se détendre. Très rare dans notre monde. Bien, alors parlons d'autres sujets. » La réunion continua, mais Sarah entendit à peine un autre mot. Tout ce qu'elle pouvait entendre était la voix de Cole répétant dans son esprit. « Mademoiselle Mitchell est mienne. » Elle ne savait pas pourquoi ces mots faisaient battre son cœur plus vite. Elle ne savait pas pourquoi elle ressentait de la chaleur au lieu de la colère d'être parlée comme la possession de quelqu'un. Mais elle savait une chose. Dans une pièce pleine d'ennemis, Cole Ashford avait choisi de se tenir à ses côtés et c'était quelque chose qu'elle n'avait jamais vraiment eu dans toute sa vie. Cette nuit-là, Sarah ne put dormir. Les mots de Volkov résonnaient sans cesse dans sa tête, lui rappelant que peu importe où elle fuyait, le passé la retrouverait toujours. Elle grimpa sur le toit du domaine, l'endroit où elle allait quand les cauchemars refusaient de la lâcher.
Le vent froid de la nuit balayait ses cheveux, portant le parfum du jasmin des jardins en contrebas, et la promesse de pluie à l'horizon lointain. New York s'étendait au loin. Des millions de lumières scintillaient comme des étoiles répandues sur le sol. Elle sortit le bracelet en plastique rose de sa poche. Les petites perles rugueuses effleuraient ses doigts comme des murmures d'une autre vie. Rosie l'avait faite la veille de l'accident, ses petites mains enfilant chaque perle une par une, sa langue dépassant de concentration, puis l'offrant avec un sourire manquant 2 dents de devant pour maman. Pour que maman le porte au travail et se souvienne de moi. Sarah n'entendit pas les pas derrière elle, mais elle savait qu'il venait. Ses instincts avaient appris la présence de Cole Ashford, la façon dont l'air changeait quand il entrait dans un espace, la façon dont le silence devenait plus lourd et d'une certaine manière plus sûr en même temps. Ah, maman, elle ne se retourna pas quand il s'arrêta à côté d'elle. Ses épaules étaient proches mais ne se touchaient pas. Volkov avait raison, dit Sarah d'abord, sa voix légère comme le vent. Je cours depuis 2 ans maintenant. Cole ne répondit pas tout de suite. Il regarda la ville, ses yeux bleus reflétant les lumières lointaines. Puis il parla plus bas que d'habitude. Il avait raison à propos de Brianna, aussi. Sarah se tourna vers lui, surprise. C'était la première fois que Cole évoquait sa sœur de sa propre initiative. Non pas parce que quelqu'un lui avait forcé le souvenir, mais parce qu'il avait choisi de le partager. Il continua, le regard toujours fixé sur l'horizon. Elle avait 16 ans quand ils l'ont prise. J'avais 24 ans, je venais de reprendre la famille après l'assassinat de mon père. Je pensais pouvoir gérer n'importe quoi. Je pensais être assez fort pour protéger tous ceux que j'aimais. Sa mâchoire se serra. Je me suis trompé. Le silence suivit, le vent agitant les feuilles loin en bas dessous. Sarah attendit sans insister, sans question, sachant que certaines blessures avaient besoin de temps pour affleurer. Quand j'ai trouvé Brianna, continua Cole, sa voix se brisant sur quelque chose d'aigu dans sa gorge. C'était trop tard. Il ne termina pas. Il n'en avait pas besoin. Sarah comprit. Elle comprit parce qu'elle s'était une fois tenue dans une chambre d'hôpital au-dessus du petit corps de Rosie, avait tenu la main froide de sa fille, l'avait supplié de se réveiller tout en sachant qu'aucun miracle n'existait. J'ai eu une fille, dit Sarah, sa voix n'étant plus stable. Rosie, elle avait 3 ans quand j'ai essayé de fuir Garrett. La voiture a roulé sur l'autoroute, j'ai vécu. Elle non. Elle leva le bracelet pour que le clair de lune glisse à travers les perles rayées. C'est la dernière chose qu'elle m'a faite. Je la garde dans ma poche tous les jours parce que j'ai peur que si j'oublie ce que ça fait dans ma main, je l'oublierai aussi. Cole se tourna vers elle, et dans ses yeux bleus profonds, Sarah vit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. La compassion. Pas la pitié, pas la curiosité, mais la vraie compréhension de quelqu'un qui s'était tenu au bord de la perte et avait regardé dans un abîme sans fin. « Je ne peux pas ramener Brianna », dit Cole, sa voix aussi stable que l'acier, mais plus douce qu'elle ne l'avait jamais entendue. « Je ne peux pas ramener Rosie pour vous, mais je peux m'assurer que l'homme qui a pris votre enfant ne vous touchera plus jamais. » Sarah le regarda, son cœur battant plus vite. « Pourquoi ?» chuchota-t-elle. « Pourquoi cela vous intéresse-t-il » Cole ne répondit pas immédiatement. Il leva une main et toucha légèrement le bracelet dans sa paume, ses doigts effleurant les perles rugueuses comme si elles étaient sacrées. « Parce que je sais ce que ça fait, » dit-il, les yeux fixés sur les siens. « Se réveiller chaque jour avec une douleur qui ne s'estompe jamais. Se demander ce que l'on aurait pu faire différemment pour changer la fin. Porter la culpabilité comme une ombre qui ne part jamais. » Il marqua une pause, et quand il parla à nouveau, son ton s'adoucit. « Vous ne méritez plus de souffrir, Sarah. Personne ne le mérite. » Des larmes brûlèrent derrière ses yeux, mais elle ne les laissa pas tomber. Elle avait assez pleuré. Au lieu de cela, elle resta là, à côté de l'homme qu'elle avait cru être un diable, et réalisa que parfois même les diables avaient un cœur.
Ils restèrent ensemble en silence alors que l'aube commençait à teinter l'horizon de rose. Deux âmes brisées se trouvant l'une l'autre dans l'obscurité, et la distance entre eux, seulement quelques centimètres, n'avait jamais semblé si petite. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Sarah ne prêta aucune attention aux médias sociaux. Elle ne possédait pas de smartphone et elle ne se souciait pas de ce que le monde extérieur pensait d'elle. Mais Declan était différent. Il fut le premier à lui parler de la vidéo un matin après qu'elle eut fini de s'entraîner avec l'équipe de sécurité. « Tu devrais voir ça », dit Declan, lui tendant une tablette. L'écran montrait des images des caméras de sécurité de Luminara, un angle élevé capturant tout ce qui s'était passé cette nuit-là. Cela commençait avec Regina Kessler forçant Sarah à s'agenouiller et à essuyer du vin renversé, son visage tordu de mépris, ses lèvres courbées en un sourire venimeux, puis Warren Kessler la moquant devant une bouteille de Château Margaux, tandis que le rire de la table résonnait comme des corbeaux. Et quelques minutes plus tard, 5 hommes armés faisant éruption, le chaos éclatait, et Sarah se levant comme un fantôme et les mettant hors d'état de nuire un par un en 20 secondes. La légende en dessous disait « La femme qu'ils ont humiliée leur a sauvé la vie 20 minutes plus tard. » Et en 3 jours, la vidéo avait dépassé les 10 millions de vues. Les commentaires affluaient, la plupart s'en prenant au Kessler et louant Sarah, tandis que les gens fouillaient dans le fond spéculatif de Warren, ses affaires louches, les stratagèmes qu'il avait cachés pendant des années. Un journaliste d'investigation publiait un long exposé sur l'évasion fiscale et les petits investisseurs fraudés. Les clients retirant leur argent, les prix des actions s'effondrant, et en 2 semaines, Warren Kessler perdant près de la moitié de sa fortune alors que sa réputation se désintégrait. Regina s'en sortit encore plus mal, autrefois présidente d'une grande organisation caritative et une habituée des magazines de luxe en tant que mondaine bienveillante. Mais la vidéo dépouilla son image pour que le monde entier la voie. Les donateurs se retirèrent, le conseil vota pour la destituer, et les amis de la haute société qu'elle appelait sœur cessèrent de répondre à ses appels. Tams et Wells, l'influenceuse avec des centaines de milliers d'abonnés, n'échappa pas non plus. Ses photos de Sarah au restaurant et ses légendes moqueuses sur la pauvre serveuse refaisant surface et se propageant à une vitesse folle. Les abonnés se détournant, les parrainages annulés et ses comptes bloqués après que des milliers de messages abusifs aient afflué quotidiennement. Boyd Kessler perdit tous les investisseurs soutenant son projet de crypto-monnaie. Après qu'un célèbre blogueur tech ait écrit « Ce gars de la crypto a ri d'un vétéran qui lui a sauvé la vie. Feriez-vous confiance à quelqu'un comme ça avec votre argent? » Et la réponse fut « Non. » Murray et Page tombèrent aussi. Le propriétaire de Luminara renvoya Murray immédiatement après avoir vu la vidéo et lu des milliers de critiques à une étoile. Le gérant lâche qui avait renvoyé Sierra est maintenant inemployable dans l'industrie. Tandis que Page, l'hôtesse qui avait bavardé sur elle, fut surprise en train de voler des pourboires lors d'une enquête interne et perdit son emploi et sa position dans les cercles de service de New York. Sarah ne ressentit aucun triomphe en entendant tout cela. Elle n'était pas quelqu'un qui aimait voir les autres tomber, même quand ils le méritaient. Seulement un étrange vide, comme si le karma était inévitable, mais jamais vraiment réconfortant. Mais une personne vint la voir et apporta quelque chose qu'elle n'avait pas attendu. Théo se présenta aux portes du domaine Ashford un après-midi. Le commis de 18 ans maladroit aux cheveux bouclés et aux yeux bruns vifs. Arrêté par la sécurité jusqu'à ce que Sarah le reconnaisse sur les caméras et leur ordonne de le laisser passer. J'ai marché presque 2 heures pour arriver ici, dit-il, debout devant elle, les doigts tordant l'ourlet de sa chemise comme un enfant, cherchant les bons mots. Je voulais juste te dire merci. Tu m'as sauvé la vie cette nuit-là, et tu ne les as pas laissés te voir briser, peu importe à quel point ils t'ont maltraité. Sarah le regarda et pour la première fois depuis des semaines, sentit un vrai sourire atteindre ses lèvres. « Tu es plus courageux que tu ne le penses, Théo, dit-elle doucement. Tu as été le seul à prendre ma défense dans cette pièce.
Ce n'était pas facile. Théo rougit, mais ses yeux brillaient de fierté. « Je veux être comme toi », dit-il avec une farouche résolution. Forte, sans peur. Sarah posa une main sur son épaule et rencontra son regard. « Être forte ne signifie pas que tu n'as pas peur, dit-elle. Cela signifie que tu as peur et que tu tiens bon quand même. Tu l'as déjà fait. Continue. » Elle invita Théo à rester dîner. Et de la fenêtre de la salle à manger, Cole la regarda parler avec le garçon, un léger sourire effleurant ses lèvres. La première fois qu'il l'avait vu vraiment sourire, et il savait que peu importe à quel point le monde pouvait être cruel, il y avait encore des moments comme celui-ci. Des moments qui faisaient que tout en valait la peine. Garrett Vance avait attendu 2 ans en prison pour ce moment. Il n'était pas fou. Il savait qu'il ne pouvait pas affronter la famille Ashford seul. Pas en tant qu'ancien flic qui avait tout perdu. Pas d'alliés, pas d'autorité, rien d'autre que la haine et une soif brûlante de vengeance. Mais Garrett savait comment trouver des alliés. Et dans le monde souterrain de New York, il n'y avait pas d'allié plus puissant que l'ennemi de votre ennemi. Andrei Vulov l'accueillit comme un cadeau tombé du ciel. Garrett avait ce dont Vulov avait besoin. Des informations classifiées sur les Ashford qu'il avait recueillies pendant ses années dans la police, des secrets sur les routes maritimes, des agents infiltrés, des faiblesses dans le système de sécurité du domaine. Et en retour, Volkov lui donna ce qu'il voulait, une armée et une chance de récupérer ce qu'il croyait être à lui, Sarah. L'assaut survint à 2 heures du matin, quand l'obscurité était la plus épaisse et la vigilance la plus faible. Ils coupèrent d'abord l'électricité, plongeant tout le domaine dans le noir en quelques secondes. Puis ils brouillèrent les communications, transformant les radios de l'équipe de sécurité en briques inutiles. Et puis ils déferlèrent comme des loups affamés. Sarah dormait quand les premiers coups de feu retentirent. Elle roula au sol avant que son esprit ne puisse rattraper son instinct, son arme déjà à la main sous son oreiller. Et par la fenêtre, elle vit des éclairs de muselière et des formes en mouvement dans la cour. Des dizaines de silhouettes avec des armes automatiques, plus que toute force qu'elle n'avait jamais affrontée. Elle courut dans le couloir, et le chaos la frappa comme un raz de marée. Des coupes de feu partout, des cris, du verre brisé, des bottes martelant les parquets en bois. L'équipe Ashford ripostait, mais ils étaient largement en infériorité numérique. Elle vit Brennan s'effondrer à l'autre bout du couloir, les sangs coulant de son épaule alors qu'il essayait encore de tirer avant qu'un autre agresseur ne se jette sur lui. Et elle abattit cet homme, puis traîna Brennan dans une pièce sécurisée. « Continue de te battre », lui cria-t-elle à l'oreille. « Protège Hugh à tout prix. » Elle continua de bouger, circulant à travers des couloirs qu'elle connaissait maintenant par cœur, abattant les agresseurs un par un, avec la précision froide d'une ancienne infirmière de combat qui avait survécu à l'enfer. Mais il y en avait trop, beaucoup trop. Elle trouva Declan à l'escalier principal, le dos contre le mur, une main pressée contre son abdomen où le sang s'infiltrait à travers ses doigts. Il avait pris au moins 2 balles, mais il tirait toujours avec son bras libre. « Où est Cole ?» demanda Sarah en se laissant tomber à côté de lui et en pressant ses mains sur la blessure. Declan fit une grimace, mais sa voix resta stable. « Le bureau. Ils l'ont acculé. Vulov les mène. Et il y en a un autre. Pas un homme de Volkov. Il n'arrête pas de demander après toi. » Le cœur de Sarah se serra dans sa poitrine. Garrett. Il était là. Elle regarda Declan, sachant que si elle restait, il pourrait se vider de son sang. Mais si elle partait, Cole mourrait, et Garrett la retrouverait partout où elle fuirait. « Va, » dit Declan, lisant ses pensées. « Sauve-le. Je n'ai pas survécu 40 ans avec cette famille pour mourir de quelques balles minables. » Sarah lui serra la main une fois, puis s'éloigna en courant, traversant des couloirs jonchés de corps, amis et ennemis, du sang et du verre brisé partout. Elle ouvrit les portes du bureau à coupe de pied, et la scène à l'intérieur fit bouillir son sang. Cole était agenouillé au centre de la pièce,
les mains liées derrière lui. Du sang coulait d'une coupure sur son front. 5 des soldats de Voulov l'encerclaient, des armes pointées sous tous les angles. Andrei Voulov, debout d'en face avec un sourire triomphant et un pistolet plaqué hors à la main, et à côté de lui, Garrett. Il semblait plus vieux que la dernière fois qu'elle l'avait vu au tribunal, les cheveux striés de gris, le visage creusé par les profondes rides de la haine et des années de prison. Mais ses yeux gris acier qu'elle avait craints chaque nuit, n'avaient pas changé du tout. Ils étaient toujours cruels, toujours obsédés par le contrôle, toujours fixés sur elle comme si elle était quelque chose qui lui appartenait. « Bonjour, mon amour, » dit Garrett, sa voix glissant dans ses oreilles comme du poison. « Je t'ai enfin trouvé. » Sarah ne trembla pas. Elle avait trop tremblé devant Garrett dans le passé. S'était recroquevillée chaque fois qu'il levait la main, avait pleuré et supplié et prié pour que la douleur cesse. Mais c'était la Sierra d'il y a 4 ans, la Sierra qui était morte avec Rosie sur cette autoroute trempée de sang. Et la femme debout ici maintenant était quelque chose d'entièrement différent, forgé dans le feu et la perte. Et elle n'avait plus peur de lui. Elle le haïssait seulement. Garrett s'approcha, ses yeux gris la parcourant avec ce regard de propriétaire écœurant qu'elle se rappelait trop bien. « Tu as l'air différente, ma chérie, » dit-il, sa voix sirupeuse et empoisonnée à la fois. Plus mince, plus pâle, toujours belle, toujours mienne. « Je ne suis pas à toi, » répondit Sarah, sa voix glaciale. « Je ne l'ai jamais été. » Garrett rit, le son lui faisant tourner l'estomac. « Tu as toujours été têtu. C'est ce que j'aimais chez toi et ce que je détestais. » Sa tête s'inclina, ses yeux s'assombrissant. « Tu as ruiné ma vie, Sarah. Tu m'as mise en prison. Tu m'as tout pris et maintenant je le reprends. » Volkov se tenait à proximité avec un sourire satisfait, signalant à ses hommes de s'éloigner comme si c'était un spectacle dont ils voulaient profiter. Cole resta à genoux, du sang tachant son front, mais ses yeux bleus ne quittèrent jamais Sarah, ne suppliant pas, n'implorant pas, seulement fixés sur elle avec un regard qu'elle ne pouvait déchiffrer. Garrett s'approcha et Sarah ne bougea pas. Le laissant s'approcher, la distance se réduisant. 2 pas, 1, puis sa main se leva pour toucher son visage comme tant de fois auparavant, avant que les caresses ne se transforment en coups. Mais cette fois, Sarah fut plus rapide. Elle saisit son poignet, pivota, et d'un mouvement décisif le plaqua au sol. Garrett rugit de choc et de fureur, se jetant sur elle avec la force brute d'un homme qui avait utilisé ses poings comme des armes pendant des années. Mais Sarah n'était plus une victime. Elle était une combattante. Ils s'affrontèrent au milieu de la pièce brisée. Des coups de feu et des cris lointains résonnaient dans les couloirs. Garrett plus fort et plus grand, mais Sierra plus rapide, plus aiguisée, et pourtant quelque chose qu'il n'avait pas. Le calme de quelqu'un qui avait déjà fait la paix avec la mort. Il balança et elle esquiva. Il donna un coup de pied et elle les bloqua. Il chargea et elle retourna son élan contre lui et le fit s'effondrer. Un coup de poing au visage, un coup de genou à l'estomac, un coup de coude à la tempe. Garrett chancelant avec du sang coulant de son nez mais riant. Le rire sauvage d'un homme qui avait perdu la tête. « Tu as tué notre fille, » gronda-t-il, du venin jaillissant de chaque mot. « Rosie est morte à cause de toi, parce que tu as essayé de fuir. Si tu étais resté à la maison, si tu ne t'étais pas défendu, elle serait encore en vie. » Sarah se figea, et à cet instant, Garrett se jeta sur elle, lui enfonçant un petit couteau dans le flanc, la douleur déchirant son corps, mais elle ne tomba pas. Elle attrapa son bras, le tordit fort, l'os craquant comme du bois sec, Garrett hurlant alors que la lame tintait sur le sol. Et Sarah le frappa du pied, le mettant à plat dos, sa botte sur sa poitrine, son arme pointée entre ses yeux. « Non, » dit-elle, sa voix tremblante de douleur mais ferme. « Tu as tué Rosie. Tu l'as tué la première fois que tu as levé la main sur moi. Avec chaque contusion que je devais cacher,
Chaque nuit où j'ai pleuré en silence. Chaque fois qu'elle regardait son père frapper sa mère et ne pouvait pas comprendre pourquoi. Tu as tué des morceaux d'elle bien avant que la voiture ne nous heurte. C'est moi qui ai essayé de la sauver de toi. À la fin, Garrett la regarda avec haine brûlante dans les yeux. Alors tire, siffla-t-il entre ses dents. Tue-moi. Prouve que tu es une meurtrière comme moi. Le doigt de Sarah se serra sur la gâchette. Elle pouvait le faire. Elle le voulait. Il méritait de mourir. Méritait une douleur 1 million de fois plus grande pour ce qu'il lui avait fait à elle et à Rosie. Mais ensuite, elle entendit la voix de sa fille dans sa tête, ce zézément doux qu'elle n'oublierait jamais. Maman est la meilleure du monde. Sarah ferma les yeux, et quand elle les ouvrit, elle abaissa l'arme. Non, murmura-t-elle, tu ne vas pas faire de moi une tueuse. Tu ne vas rien me prendre d'autre. Garrett ouvrit la bouche pour parler, mais un coup de feu claqua et il ne parla plus jamais. Cole Ashford se tenait là, son arme fumant encore dans sa main, les yeux bleus froids comme la glace, alors qu'il regardait le corps de Garrett Vance. Il s'était libéré pendant que Sarah se battait, coupant la corde avec un éclat de verre brisé du sol. Et il avait attendu, regardé, lui avait donné la chance d'affronter son propre démon. Mais quand elle abaissa l'arme, quand elle choisit de ne pas devenir une tueuse, Cole sut exactement ce qu'il devait faire. Il n'avait pas hésité. Il n'avait prévenu personne. Il avait simplement levé son arme et tiré. Un seul coup précis droit à travers le front de Garrett. L'homme qui avait tourmenté Sarah pendant 4 ans, qui avait indirectement tué Rosie, qui avait transformé sa vie en enfer, gisait maintenant immobile sur le sol, les yeux gris fixés au plafond et ne voyant rien du tout. Volov cria à ses hommes de tirer, mais il était déjà trop tard. Des coups de feu tonnèrent depuis le couloir alors que les forces de sécurité restantes d'Ashford contre-attaquaient. Brennan les menant malgré le sang s'infiltrant encore de son épaule, la main ferme sur la gâchette. Les soldats de Volkov étaient encerclés, certains tombant là où ils se tenaient, d'autres fuyant, et Volkov lui-même se retourna et battit en retraite quand il réalisa que l'assaut avait échoué. Il en paierait le prix plus tard. Cole le savait. Mais ce soir, il y avait des choses plus urgentes à régler. Sarah restait là, fixant le cadavre de Garrett, les jambes enracinées au sol. Elle ne pleurait pas. Elle ne tremblait pas. Elle se tenait simplement là, sentant le poids du moment s'installer sur ses épaules. Il était mort, après toutes ces années de peur, après toutes ces nuits blanches à surveiller la porte, après tous les cauchemars. Elle ne pouvait pas s'échapper. Garrett était enfin mort, et elle n'avait pas été celle qui l'avait tué. Cole vint vers elle, ses pas incertains, du sang coulant encore de la coupure sur son front. Et Sarah réalisa qu'il avait été blessé ailleurs aussi, à la façon dont il se penchait légèrement en marchant, mais il était toujours debout, toujours là. « Tu vas bien? » demanda Cole, sa voix rauque d'épuisement et de perte de sang. Sierra jeta un coup d'œil à la blessure au couteau sur son côté, le sang imbibant la moitié de sa chemise, sachant qu'elle devrait ressentir de la douleur, mais avec l'adrénaline inondant son système, elle ne ressentait qu'un engourdissement. « Je vais vivre, dit-elle, puis le regarda de nouveau. « Tu l'as tué. » Ce n'était pas une question ni une accusation, seulement une simple reconnaissance de ce qui s'était passé. Cole rencontra son regard sans ciller. « Oui, dit-il sèchement sans remords. Tu ne voulais pas devenir une tueuse. Je n'avais aucun problème avec ça. » Sarah resta silencieuse un instant, pesant ce qu'elle devait ressentir. Devait-elle être dégoûtée? Devait-elle avoir peur de cet homme? Il venait de tuer quelqu'un devant elle, sans hésitation, sans le moindre tressaillement. Mais ce quelqu'un était Garrett, et Sarah, bien qu'elle ne veuille pas de l'admettre, ressentait un soulagement. « Merci, murmura-t-elle. Je ne vous remercie pas parce qu'il est mort. Je vous remercie parce que vous ne m'avez pas fait le faire. » Cole l'étudia et, pendant le plus bref instant, elle vit quelque chose s'adoucir dans ses yeux avant que cela ne disparaisse à nouveau. « Vous avez assez enduré, dit-il doucement. Vous n'avez pas besoin de plus de sang sur les mains. J'en ai déjà assez. Un de plus ne changerait rien. »
Il se détourna et ordonna à ses hommes de balayer tout le domaine et de s'assurer qu'aucun ennemi ne restait. Mais avant qu'il ne quitte la pièce, Sierra parla de nouveau. « Ne le regrettez-vous pas ?» demanda-t-elle. Non pas parce qu'elle voulait qu'il le fasse, mais parce qu'elle avait besoin de savoir, besoin de comprendre qui était vraiment l'homme qu'elle avait choisi de se tenir à ses côtés. Cole s'arrêta et la regarda par-dessus son épaule. « Il vous a blessé, dit-il, la voix comme la pierre. Il a tué votre fille. Il est venu ici pour vous tuer. Non, je ne le regrette pas. Je le ferais 100 fois s'il le fallait. » Il sortit, laissant Sarah debout au milieu des débris, parmi les cadavres et l'odeur de la poudre à canon, parmi les cendres d'un passé qu'elle était enfin autorisée à enterrer. Elle regarda Garrett une dernière fois, son visage figé dans la mort, incapable de faire du mal à quiconque à nouveau, et réalisa qu'elle ne ressentait ni culpabilité ni chagrin, seulement un étrange calme vide, comme si quelque chose de cancéreux avait été retiré d'elle après des années à grandir en elle. Garrett était mort, elle était toujours en vie, et un homme qu'elle avait cru être un diable avait tué le vrai monstre pour la protéger. Ce monde, pensa Sarah en sortant après Cole Ashford, était plus étrange qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Les semaines après l'attaque furent des semaines de sang et de feu. Cole Ashford n'était pas le genre d'homme à laisser des ennemis frapper sa maison et s'enfuir. Et Andrei Volkov réalisa vite l'erreur fatale qu'il avait commise. L'empire de la mafia russe que Volkov avait bâti en 30 ans s'effondra en moins d'un mois. Les routes maritimes furent coupées. Les agents infiltrés furent tirés au clair. L'argent disparut des comptes secrets comme s'il n'avait jamais existé du tout. Volkov perdit des alliés, perdit du territoire, perdit tout ce qu'il avait passé sa vie à accumuler. Des rumeurs se répandirent qu'il avait fui vers la Russie, vivant dans la peur que le bras long d'Ashford ne l'atteigne partout où il essayerait de se cacher. Sarah ne prit aucune part à ses actes de vengeance. La blessure à son flanc avait besoin de temps pour guérir, et elle passa la plupart de ses journées dans sa chambre à lire, à regarder par la fenêtre et à essayer de s'habituer à ne plus avoir à fuir. Garrett était mort. Volkov était tombé. Pour la première fois depuis des années, elle pouvait respirer sans avoir l'impression que quelqu'un la traquait par derrière. Mais cette paix eut un coup. Que Ashford, déjà fragile avant l'attaque, ne put supporter le choc de cette nuit. Même si Brennan l'avait protégé de sa propre vie, même si pas une seule balle ne l'avait touché, son vieux cœur n'avait pas survécu. 2 semaines après l'assaut, les médecins dirent à Cole qu'il ne restait que quelques jours à Hugh. Sarah était à côté de Cole quand il apprit la nouvelle et elle vit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu sur le visage de cet homme dur comme l'acier auparavant. La peur, non pas la peur des ennemis, non pas la peur de la mort, la peur de perdre la dernière personne qu'il avait encore dans sa famille. Cole s'assit au chevet de son grand-père jour et nuit, serrant la main ridée du vieil homme comme si la tenir assez fort pouvait le garder là. Sarah lui apportait de la nourriture, le faisait boire de l'eau et se tenait silencieusement près de la fenêtre quand il avait besoin d'espace pour être seul avec son chagrin. La dernière nuit, Hugh lui demanda de s'approcher, sa voix aussi mince que le vent effleurant des feuilles sèches. Pourtant ses yeux bleus, les mêmes yeux que Cole avait hérités, toujours brillants d'une clarté étrange. « Viens ici, ma fille, » dit-il, levant faiblement la main. « Laisse-moi te dire quelque chose avant que je parte. » Sarah s'avança et s'agenouilla près du lit, à côté de Cole, qui tenait toujours la main de son grand-père. Hugh l'étudia un long moment, puis regarda son petit-fils, puis de nouveau elle. « Je sais que vous avez perdu un enfant, dit-il, sa voix rauque comme des pierres qui s'écrasent. J'ai aussi perdu beaucoup de choses. Mon fils, ma petite-fille, et chaque jour je regarde ce petit-fils de moi, et je le vois porter le poids des morts sur ses épaules. » Il marqua une pause pour reprendre un souffle laborieux, l'oxygène sifflant à travers le tube sous son nez, puis continua, fixant son regard sur Sarah. « Mais vous lui avez donné quelque chose que je n'aurais jamais pu, une seconde chance. » Sarah sentit ses yeux picoter,
Mais elle ne pleura pas. Elle prit simplement l'autre main du vieil homme, froide et fragile comme un os sec. « Ne le laissez pas la gâcher, ma fille, » murmura Hugh, sa voix s'affaiblissant à chaque mot. « J'ai gâché la mienne. J'étais trop occupé à construire un empire, et j'ai oublié qu'un empire ne signifie rien s'il n'y a personne à côté de vous quand vous tombez. » Il se tourna vers Cole et Sarah, vit des larmes glisser sur le visage de l'homme qu'elle avait cru ne jamais pouvoir pleurer. « Cole, mon petit-fils, je t'aime, » souffla Hugh, sa voix comme le dernier soupir du vent. « Et je suis fier de toi, de tout ce que tu as fait, de l'homme que tu es devenu. Mais ne laisse pas l'obscurité t'engloutir. Laisse cette fille te ramener vers la lumière. » Cole ne put parler. Il hocha seulement la tête tandis que des larmes tombaient sur la main de son grand-père. Hugh sourit, le sourire paisible de quelqu'un prêt à partir. Et puis, comme une bougie se consumant jusqu'à sa mèche, la lumière dans ses yeux s'éteignit. La main et les charbons se desserrèrent. La pièce devint silencieuse, sauf le son régulier du moniteur s'aplatissant en une seule ligne. Sarah se leva, se plaça derrière Cole et posa sa main sur son épaule. Elle ne parla pas parce qu'il n'y avait rien à dire. Elle resta simplement là, une main sur son épaule, une présence silencieuse dans la tempête de la perte. Cole resta assis longtemps, tenant la main froide de son grand-père, la tête baissée, les épaules tremblant faiblement. Et Sarah resta à ses côtés, stable comme une pierre dans l'eau vive, parce qu'elle savait que parfois la seule chose dont une personne a besoin n'est pas des mots du tout, mais quelqu'un là quand le monde se désagrège. Les funérailles de Hugh Ashford eurent lieu un après-midi gris, lorsque de bas nuages s'accrochaient lourdement au ciel, comme si la nature elle-même était en deuil. Le cimetière familial se trouvait sur une petite colline derrière le domaine où des rangées de pierres tombales en granit gris reposaient sous l'ombre d'anciens chênes. Hugh fut enterré à côté de son fils, à côté de Brianna, à côté de générations d'Ashford qui l'avaient précédé. Cole se tenait devant le cercueil en costume noir, son visage sculpté dans la pierre. Pourtant, Sir vit le léger tremblement dans sa main alors qu'il dispersait la première poignée de terre dans la tombe. Elle se tenait juste derrière lui, non pas comme sa chef de la sécurité, mais comme quelqu'un qui comprenait ce que signifiait la perte. Declan se tenait à proximité, son bras toujours bandé. L'équipe de sécurité s'aligna derrière lui avec plusieurs personnes en deuil que Sarah ne reconnaissait pas. Des gens d'un monde qu'elle ne comprenait toujours pas entièrement. Mais il y avait des visages qu'elle connaissait, des visages de la nuit à Luminara. Et après le service, une femme d'âge moyen, Sarah, se rappela être assise dans le coin cette nuit-là, s'approcha d'elle avec des yeux rougis et un mouchoir blanc serré dans sa main, et dit qu'elle ne l'avait jamais remercié correctement, que Sarah lui avait sauvé la vie et elle était désolée de ne pas avoir parlé plus tôt. Et Sarah hocha la tête et posa une main sur son bras et lui dit qu'elle parlait maintenant, et c'était ce qui comptait. La personne qu'elle ne s'attendait pas à voir, cependant, était Warren Kessler. Il se tenait au bord de femme sur la foule, seul, sans sa femme, sans son frère, sans l'entourage qu'il portait autrefois comme un insigne de pouvoir. Et il semblait beaucoup plus vieux que cette nuit-là à Luminara, son visage creusé, son costume ne lui allant plus comme avant. Des ombres de nuit sans sommeil logeaient dans ses yeux. Et quand la foule commença à s'éclaircir, il marcha vers Sarah. Chaque pas attendu comme s'il gravissait une montagne, l'adressa comme Mademoiselle Mitchell, d'une voix rauque et son regard fixé sur le sol, comme s'il ne pouvait supporter de croiser ses yeux, et dit qu'il savait qu'il n'avait aucun droit d'être là. Savait qu'il était la dernière personne qu'elle voulait voir, mais qu'il avait besoin de lui dire cela. Et Sarah resta immobile, sans hostilité et sans accueil, et attendit. Et Warren prit une profonde inspiration, et quand il leva la tête, elle vit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu en lui auparavant. Une vraie honte. Et il dit qu'il s'était trompé sur elle. Surtout, qu'il avait passé toute sa vie à mesurer la valeur des gens par leur compte bancaire, croyant que l'argent et le statut le rendaient supérieur à des gens comme elle. Mais cette nuit-là,
Quand les armes ont tiré et qu'il tremblait sur le sol, c'est elle qui s'est levée. C'est elle qui les a tous sauvés. Et il n'avait été rien de plus qu'un lâche avec une Rolex chère. Et il déglutit et dit qu'il avait presque tout perdu. L'argent, la réputation. Sa femme l'avait quitté. Son frère ne le regarderait même pas. Et il avait réalisé qu'il méritait tout cela. Non pas parce qu'il avait perdu de l'argent, mais à cause de la façon dont il avait traité les gens qu'il pensait inférieurs à lui. Et il regarda droit dans les yeux de Sarah, et elle vit des larmes s'y accumuler, alors qu'il disait qu'il ne lui demandait pas son pardon et ne le méritait pas. Seulement qu'elle savait qu'il s'était trompé et qu'il passerait le reste de sa vie à essayer de devenir un homme meilleur. Et Sarah resta longtemps silencieuse tandis qu'elle étudiait l'homme qui l'avait humilié et moqué et traité comme une ordure, et réalisa qu'elle ne le haïssait plus. Elle ne ressentait qu'une profonde lassitude, fatiguée de la haine, fatiguée de la colère, fatiguée de porter des poisons qui ne lui appartenaient pas. Et elle lui dit qu'il n'était pas trop tard pour changer, et de ne pas le lui dire, mais de le prouver par ses actions. Et Warren hocha la tête tandis que les larmes coulaient enfin sur ses joues, puis se retourna et s'éloigna, les épaules courbées, mais ses pas un peu plus légers, comme s'il s'était débarrassé d'une partie du poids qui l'avait écrasé pendant des mois. Et Sarah le regarda partir et comprit que le pardon n'était pas un cadeau qu'elle lui avait fait du tout. C'était un cadeau qu'elle s'était fait à elle-même. Cette nuit-là, Sarah trouva Cole sur le toit. Il se tenait seul et regardait la ville comme il l'avait fait d'innombrables fois auparavant. Mais quelque chose dans sa posture était différent maintenant. Ses épaules n'étaient plus rigides. Sa mâchoire n'était plus serrée. C'était comme si la mort de Hugh, aussi douloureuse qu'elle fut, avait emporté avec elle une étrange sorte de libération, une permission de finalement déposer des fardeaux qu'il avait portés beaucoup trop longtemps. Sarah s'approcha de lui et pour la première fois, elle ne cacha pas le bracelet en plastique rose dans sa poche. Elle le portait ouvertement autour de son poignet, les petites perles rugueuses attrapant le clair de lune. Et quand Cole baissa les yeux, il n'eut pas besoin de demander ce que c'était. « Tu le portes, » dit-il doucement. Sarah hocha la tête, ses doigts effleurant les perles dans un mouvement gravé dans sa mémoire musculaire. « Elle mérite de voir le ciel, pas seulement l'intérieur de ma poche de manteau. » Cole resta silencieux un instant avant de se tourner vers elle. Les lumières lointaines de la ville se reflétaient dans ses yeux bleus profonds. « Tu as changé, Sarah, » dit-il. « Depuis le premier jour où tu es venue ici, tu as été différente. Non pas parce que tu es devenue quelqu'un d'autre, mais parce que tu es finalement devenue toi-même. » Sarah l'étudia et réalisa qu'il avait changé aussi. L'homme impitoyable et froid qu'elle avait rencontré à Luminara semblait s'être estompé en quelqu'un qui pouvait sourire et pleurer et se tenir à ses côtés dans ses pires moments sans rien demander en retour. « Toi aussi, » répondit-elle doucement. « Tu n'es pas le diable que je pensais que tu étais. » Cole laissa échapper un léger rire qu'elle avait appris à chérir. « Je suis toujours un diable, » dit-il. « Juste le tien. » Ils se tenaient en silence, épaule contre épaule, alors qu'elle sentait sa chaleur se répandre en elle et chasser le froid de la nuit de printemps. Elle ne savait pas qui bougeait le premier, seulement que soudain il n'y avait plus d'espace entre eux. Cole se tourna et leva la main, ses doigts effleurant sa joue avec une douceur qui la traitait comme quelque chose de précieux et de fragile. « Je ne suis pas un homme bon, » murmura-t-il, ses yeux bleus fixés sur les siens. « J'ai fait des choses impardonnables. J'ai tué. J'ai détruit. Je ne te mérite pas. » Sarah posa sa main sur la sienne et la garda contre son visage. « Je ne suis pas parfaite non plus, » dit-elle. « J'ai survécu. C'est ce que font les survivants. Et maintenant, que faisons-nous? » demanda Cole, sa voix rauque de sentiments qu'il avait retenus trop longtemps. « Nous choisissons, » dit Sarah sans détourner le regard. « Chaque jour, nous choisissons d'être meilleurs qu'hier. Nous choisissons la lumière au lieu de l'obscurité. Nous nous choisissons l'un l'autre. » Cole pencha la tête jusqu'à ce que leurs fronts se touchent, son souffle chaud contre ses lèvres.
Alors je te choisis, murmura-t-il. Aujourd'hui, demain, aussi longtemps que nous l'avons. Puis il l'embrassa, non pas avec faim ou possession, mais avec la tendresse de deux âmes brisées, se trouvant enfin l'une l'autre au milieu des ruines de leur vie. Ses lèvres étaient chaudes et prudentes, et Sarah sentit des larmes monter, mais ne les laissa pas tomber, parce que ce n'étaient pas des larmes de douleur, c'étaient des larmes de guérison. Ils restèrent là sous la lune et la ville endormie en contrebas. Deux personnes qui avaient traversé l'enfer et avaient enfin trouvé le chemin du retour, tandis que le bracelet en plastique rose au poignet de Sarah scintillait au clair de lune, comme si Rosie elle-même souriait quelque part loin, mais jamais partie, bénissant sa mère en silence. 3 ans plus tard, Sarah se tenait devant les portes d'une petite école dans les banlieues de New York, où les rires d'enfants résonnaient à travers la cour de récréation et le soleil de fin d'après-midi se répandait comme du miel sur le trottoir. Une plaque de bronze à l'entrée portait les mots École commémorative Rosie Mitchell. Et chaque fois que Sarah voyait ce nom, son cœur se réchauffait juste un peu. L'école avait été son rêve et celui de Cole, construite pour aider les enfants orphelins et les familles en difficulté, afin que Rosie puisse continuer à vivre dans le cœur de centaines d'autres enfants, même si elle était partie. Cole se tenait à ses côtés, sa main étroitement enroulée autour de la sienne. L'homme qui s'était progressivement éloigné du monde souterrain pour se concentrer sur des projets légitimes et avait remis l'Empire à déclin pour le gérer. Il n'était plus le diable que le monde avait autrefois craint, mais un homme apprenant à vivre dans la lumière un jour à la fois. Puis une petite silhouette vint en courant vers eux, des cheveux noirs volant au vent, des yeux bleus comme la mer profonde, tout comme ceux de Cole, mais un sourire brillant comme le soleil. Willow, leur fille adoptive. La fillette de 5 ans qu'ils avaient recueillie 2 ans plus tôt d'un orphelinat. L'enfant qui avait ramené le rire dans un manoir qui avait été silencieux beaucoup trop longtemps, cria « Maman, regarde ça !» et leva sa petite main. « J'ai fait ça pour toi. » Sarah s'agenouilla, et quand elle vit ce qu'il y avait dans la paume de sa fille, des larmes montèrent avant qu'elle ne puisse les arrêter. Un bracelet en perles de plastique en bleu et rose alterné, rugueux et imparfait, tout comme celui que Rosie lui avait fait tant d'années auparavant. « C'est magnifique, mon amour, » murmura Sarah, en serrant sa fille dans ses bras. « C'est la plus belle chose que maman ait jamais vue. » Cole posa une main sur son épaule et ils restèrent là. Une famille construite à partir de morceaux brisés. Un amour qui avait fleuri hors de l'obscurité. Un futur réécrit à partir de pages trempées de larmes. Le bracelet rose de Rosie reposait maintenant dans une vitrine sur le bureau de Sarah, à côté de celui bleu et rose de Willow. 2 générations, 2 espoirs, un cœur qui avait appris à battre à nouveau. L'histoire de Sarah et Cole nous rappelle que peu importe à quel point la vie peut être cruelle, peu importe à quel point le passé a été douloureux, nous avons toujours le droit de choisir de se tenir debout au lieu de tomber, de choisir le pardon au lieu de la haine, de choisir l'amour au lieu de fermer nos cœurs. Et parfois, les gens qui ressemblent à des diables sont des anges déguisés attendant que quelqu'un voie la lumière en eux. Si cette histoire a touché votre cœur, veuillez vous abonner à notre chaîne, aimer cette vidéo et la partager afin que nous puissions continuer à vous apporter des histoires émouvantes chaque jour. Comment cette histoire vous a-t-elle fait sentir? Vous a-t-elle rappelé quelque chose dans votre propre vie? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous, car nous aimerions vraiment entendre ce qui vient du fond de votre cœur. Merci d'être avec nous. Nous vous souhaitons, à vous et à votre famille, force, bonheur et paix chaque jour. Au revoir et à la prochaine vidéo.